Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une table pour parler du baseball, sujet proposé par Olivier, assisté par Atis, qui pratiquent tous les deux ce sport, bien inconnu aux Européens, mais apparemment avec beaucoup de parties de joueurs dans le monde et de public fervent. Donc allons-y pour une découverte de ce sport mystérieux. À toi, Olivier. Merci beaucoup, Christian. Donc le baseball, pour moi, ça a été une découverte assez récente. Il y a 10 ans, j'ai découvert ce sport à Strasbourg et j'ai tout de suite été happé par ce sport. Et j'ai adoré le pratiquer et je le pratiquerai encore très longtemps, je pense. Est-ce que tu peux nous présenter le sport en général, les règles, Atis plutôt? Ouais, je peux faire une petite introduction. Bon. Alors, le baseball, c'est un sport populaire américain. Alors, il se joue avec une batte en bois quand on passe en attaque, et un gant et une balle en cuir quand on est en défense. Après, on rentrera plus dans les détails. Alors, c'est un sport très populaire, au Japon notamment, en Amérique centrale, Cuba, et bien sûr aux USA. Et il est même encore plus populaire que le football américain, à tel point que dans chaque ville des États-Unis, il y a un terrain de baseball. Alors, peut-être des règles générales pour introduire un peu. Donc, ces deux équipes qui s'affrontent lors d'un match, elles alternent chacune entre attaque et défense à chaque demi-manche. Donc à chaque demi-manche, les rôles s'inversent. L'équipe en attaque qui était à la batte va passer en défense. Et l'équipe en défense qui était répartie sur le terrain va passer, elle, à la batte. Alors là, une demi-manche prend fin quand il y a 3 retraits. C'est alors la fin de la demi-manche et les rôles s'inversent. L'équipe en attaque passe en défense et inversement. Voilà, grosso modo. Si vous avez peut-être des questions, je peux y répondre. Qu'est-ce qu'un retrait au baseball? Alors, retrait au baseball, ça veut dire éliminer un joueur. Éliminer un joueur, il y a 3 possibilités pour éliminer un joueur. Il est attrapé de volée, c'est-à-dire il frappe sa balle, la balle s'envole dans le ciel, elle retombe, et elle retombe dans le gant d'un des défenseurs. Merci. Et ce défenseur élimine donc le frappeur qui s'est transformé en coureur, avant qu'il arrive sur une base. Même s'il est arrivé sur la base et qu'elle est attrapée de volée, il est éliminé quand même. Donc ça, c'est un des premiers retraits. Deuxième retrait, ça veut dire il est en train de courir. Là, il n'est plus frappeur, mais il est coureur. Il est sur une base. Il veut voler une autre base. La balle est envoyée par n'importe quel autre membre de l'équipe adverse en défense pour toucher le joueur qui est parti courir sur la base suivante. Le principe du baseball, c'est d'attraper des bases. Alors, il y a 4 bases principales, la première, la deuxième, la troisième, et le marbre, qui est aussi le point de départ de ce jeu. Avez-vous des questions sur autre que celle sur le retrait? En gros, un retrait, en fait, c'est quand un joueur en attaque est éliminé de la demi-manche. Voilà. Sachant que sur une équipe, il y a 9 joueurs. C'est ça. Elle se compose essentiellement de 2 équipes. Et une équipe de baseball est composée de 22 joueurs. Et dans ces 22 joueurs, il y a des joueurs de champ, des joueurs d'infield et des joueurs de réserve. Il y a en tout 22 joueurs dans une équipe de baseball.
Après combien de retraits on passe à l'autre équipe? Alors, je l'avais dit, c'est 3 retraits. Ah, pardon. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Alors, j'ai une des questions, c'est comment est-ce qu'on marque un point? Alors, le point est marqué quand on a franchi les 4 bases. Ça veut dire qu'on est parti du marbre, on frappe sa balle, on court en première, deuxième, troisième, et on revient au marbre, on marque le point. Mais pas forcément en une fois, hein. Voilà. Ça peut se faire en plusieurs fois, mais effectivement, il faut faire le tour des 4 bases, toucher les 4 bases, Pour arriver à faire marquer le point. Quelles sont les dimensions Alors, reprends ta question. Non. Quelles sont les dimensions d'un terrain de baseball? Merci pour la question. Un terrain de baseball est composé de... Je sais pas. De 100 mètres de côté et en forme de diamant. Et elle fait 27 mètres 43 de base en base. C'est-à-dire c'est une embase carrée en forme et le reste du champ est une forme de diamant. C'est-à-dire c'est comme un arc de cercle qui part du marbre et qui va jusqu'à l'extrémité d'un terrain de baseball. Quels sont les postes les plus importants? Alors, il y a 9 postes importants dans une équipe de baseball. En défense, hein. En défense, exactement. Les joueurs d'une équipe de baseball sont composés d'un lanceur, d'un receveur, d'un première base, d'un seconde base, d'un troisième base, d'un arrière-court, shortstop en anglais, d'un champ droit, champ gauche et champ centre. Ça, c'est en défense. Ça, c'est qu'en défense. Oui. Et pour répondre plus précisément à ta question, les 2 postes les plus importants en défense, c'est vraiment le lanceur et le receveur. C'est vraiment eux qui vont faire le gros travail dans un match de baseball. On les appelle même la batterie. La batterie aussi. L'équipe qui tourne le plus de balles possible. C'est le lanceur qui va avoir comme motivation de renvoyer la balle à son receveur pour justement que la balle soit captée le plus vite possible pour éliminer le frappeur qui est à la balle. Et c'est peut-être pour ça, après on rentrera peut-être plus dans les détails, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça peut paraître ennuyeux quand on ne connaît pas bien ce sport, parce que c'est vraiment un jeu de lanceur-receveur, quoi, surtout. Après, effectivement, une fois que c'est frappé, après le jeu doit être fait se développe après. Se développe, voilà. Mais c'est vraiment lanceur et receveur, quoi. C'est vraiment... Leur but, ça va être de mettre en difficulté le plus possible le batteur, celui qui est en attaque. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, l'objectif du lanceur, c'est d'éliminer trois attaquants. Après, oui. On change de... Dans l'idéal, s'il peut le faire, ouais. Oui. D'accord. Alors, il y a... Même s'il y a toute la défense derrière après, si elle est frappée. Hein. Voilà. Et donc, il y a, pour le lanceur, un objectif, c'est de faire des strikeouts. Ça veut dire, un strike, c'est une balle qui rentre dans une zone qui est délimitée entre le dessous du plexus solaire et le dessus des genoux, qui a un volume qui est en forme de marbre d'une base, de la base du marbre, et qui est un volume imaginaire pour toute personne qui lance une balle et qui doit synthétiser la zone de frappe. Cette zone de frappe, donc la zone de strike, doit être en tout et pour tout jugée par un arbitre. Cet arbitre lui donnera le nom de strike ou de balle. Au bout de 3 balles, on élimine le frappeur, mais s'il a 4 balles... Non, 3 strikes. Pas 3 balles, 3 strikes. 4 balles. Là, j'ai parlé des strikes. T'as dit au bout de 3 balles... Non, 3 strikes, Pardon. Il est éliminé, et 4 balles, il aura le droit d'aller en première base. C'est ça. Le lanceur peut-il faire des effets à la balle? Alors oui, en effet, il y a beaucoup d'effets qu'un lanceur peut créer. Il y a
la fastball, une balle qui est très rapide et qui est composée du lancer le plus rapide possible. On a enregistré une fastball à 120 km/h et le record actuel est de 122 km/h, retenu par Chapman, un joueur actuel de Pittsburgh. Il y a d'autres effets, la curve, une balle qui tombe en courbe, il y a la slider, la sinker, pour ne citer qu'elle, il y a la deux coutures, voilà, pour ne citer que ces balles qui ont des effets différents. Une qui tourne plus à droite, c'est la slider, une qui tombe plus à gauche, c'est la sinker. Et le but de ces balles sont faites pour déranger le frappeur. Si vous avez dans une composition d'un lanceur plusieurs possibilités de lancer différemment, ça permet d'avoir à ce joueur, à ce lanceur, la possibilité de rester plus longtemps sur le terrain et d'éliminer le plus de monde possible avec des balles différentes. Non seulement il a le droit de faire plusieurs effets, mais il a plutôt intérêt à le faire pour mettre en difficulté le batteur. Exactement. Donc oui, il a tout à fait, peut tout à fait varier les lancers, mettre des effets, tout ça. Quel est le meilleur lanceur actuel? Alors, peut-être Shohei Ohtani, je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors Shohei Ohtani, un joueur de Los Angeles Dodgers, qui est très jeune, il a 22 ans. Il est japonais. Il a été reconnu plusieurs fois meilleur joueur de l'année. À mes yeux, c'est l'un des meilleurs lanceurs actuels. Mais il y en a à peu près un ou deux, voire un ou deux chaque année qui sortent son épingle du jeu. Mais ça ne veut pas dire que plus tu es jeune, mieux tu es meilleur lanceur. On a connu un lanceur qui s'appelait Colun, 43 ans, et qui a, maintenant qui est à la retraite, mais qui était, avant ses 43 ans, qui était un personnage emblématique des Cubs de Chicago, qui avait pour habitude d'être lent sur ses balles. Donc c'était très embêtant aux frappeurs, dès qu'ils le voyaient arriver sur le monticule, de le frapper, quoi. Le monticule, hein, c'est l'endroit où est le lanceur. Hein. C'est la position centrale du terrain d'infield où se trouve le lanceur. Qui est un peu surélevé par rapport au reste. Voilà, elle est à 30 cm au-dessus du sol et elle est en forme de dôme pour lancer derrière le... pour lancer face au batteur. Okay. Y a-t-il une préparation physique pour les joueurs de baseball? Alors, oui, mais elle est variée en fonction du personnage du joueur de baseball en lui-même. Tu appelles une préparation physique, c'est ils ont des entraîneurs. Je parlerai essentiellement pour celles que j'ai vues dans un reportage sur les Américains. C'est qu'ils ont des kinés, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des préparateurs dans les entraînements sur les terrains. Ils ont des joueurs qui leur frappent des balles en champ, des gars qui leur frappent des balles spécifiques. Ils ont des entraîneurs pour les lanceurs, ils ont des entraîneurs pour les frappeurs. Ils ont une pléthore ils ont un staff complet autour d'eux pour lancer et pour être les meilleurs possibles, quoi. Donc ça dépend des clubs, ça dépend des équipes, mais au niveau professionnel, je sais qu'il peut y avoir une trentaine autour d'une équipe de 22 joueurs. Et quelles sont les qualités essentielles d'un joueur de baseball? Alors, il faut qu'il soit athlétique, et aussi, à mes yeux, très endurant. C'est parce ce sport demande de la longévité athlétique, parce qu'il faut qu'il soit rapide dans ses mouvements
et athlétique aussi dans le sens qu'une balle peut être frappée sur vous et une seule balle, et ça demande une concentration et une perception de mouvement assez rapide. J'ai vu dans ma carrière, enfin dans ma petite carrière de baseballeur amateur à Strasbourg, plusieurs balles arrivaient telles des flèches, et les réflexes sont primordiaux. Et quelle est l'équipe la plus titrée aux États-Unis? Alors aux États-Unis, c'est les Yankees de New York. Ensuite vient un peu plus loin les Dodgers de Los Angeles. Mais on a aussi des équipes telles que les Cubs de Chicago ou les White Sox de Chicago. Deux équipes dans différents modes d'équipe. Mais en Europe, en France, on a une équipe qui s'appelle les Huskies de Rouen, qui est la plus titrée, avec 19 titres tout confondu, avec des championnats européens, des championnats français. Ils ont à peu près 18 titres à leur actif. En France. En France. C'est même les tenants du titre actuel du baseball en France. Et comment se situe la France au niveau européen, enfin au niveau mondial? Alors au niveau mondial, on est loin derrière les Japonais, les Américains, les pays cubains, tout ça. On est loin derrière, mais on a un beau potentiel, on a des beaux, on propose des infrastructures assez variées, mais on n'a pas encore l'audace de dire qu'on est aussi bon que les Américains. Mais on a besoin des fois des Américains, donc certaines fois on recrute des gens qui ont eu des carrières professionnelles ou semi-professionnelles, ou des joueurs universitaires qui viennent en France, et on les recrute parce qu'on a cette passion commune, quoi. Dans ce sport, qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors moi je dirais c'est de frapper une balle. C'est la frappe, c'est clair. C'est le truc le plus difficile au monde, sportivement parlant. Une étude a prouvé qu'il faut presque quelques fractions de secondes pour décider si tu frappes une balle ou pas. Tu peux frapper, swinger dans le vide, ou tu peux la toucher, et c'est par pur timing entre tes compétences et ta force physique. La balle peut aller très loin, comme elle peut aller s'écraser juste à 1 mètre devant le lanceur, quoi. C'est le concept de frapper une balle, et il y avait dans cette étude, il montrait que la décision entre la perception de la balle lancée par le lanceur et celle du frappeur était infinitésimale. C'était quelques millièmes de seconde pour décider si tu allais frapper ou pas. Déjà, quand on arrive à la frapper une fois sur 3 chez les meilleurs, chez les pros, on est déjà considéré comme un des meilleurs au monde, une fois sur 3. Une fois sur 3. Ah ouais, alors comment calculer des réussites à la frappe? Ça, c'est varié. On commence avec 100 points, c'est-à-dire 100% de réussite au début. Ensuite, on frappe une série de balles. On frappe souvent 3 passages dans un match de baseball. On peut faire plus, mais on passe 3 fois normalement, techniquement, à la batte dans un match de baseball. Parce que comme on passe 3 joueurs à la fois par manche, et que si les 3 sont éliminés à une manche, on passe à la 3e, mais on continue dans l'ordre du line-up. C'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, et jusqu'au 9e frappeur. Et ensuite, on revient au premier. Donc c'est toujours dans l'ordre chronologique que les gens passent à la batte. Quand il y a des remplacements, quand il y a des choses différentes qui se passent, on peut avoir des remplacements de joueurs, mais c'est pour l'instant que des situations de... on a un frappeur, il vient de frapper son hit, il est arrivé sur base, le deuxième frappe,
le troisième frappe, le quatrième frappe, le cinquième frappe. Tant qu'il n'y a pas d'éliminé, tous les joueurs passent à la batte. Peut-être préciser ce que c'est un hit, peut-être. Alors un hit, ça veut dire que la balle est frappée, elle est rentrée dans le terrain, elle touche le sol, et personne ne l'a, même si elle est rattrapée après avoir touché le sol, le coureur est arrivé à toucher le coussin de première base. On considère que c'est un hit, il arrive safe au premier coussin de la première base. Il peut arriver au deuxième, au troisième, voire au marbre, mais il faut d'abord qu'il ait touché le premier coussin de la première base. On considère un hit quand il est safe. Ça veut dire quand il est sauvé par les arbitrages, comme quoi il est arrivé avant que la balle revienne à lui, pour être touché. En gros, c'est une base gagnée après une frappe, quoi. Voilà. Puisque le batteur, une fois qu'il a frappé la balle, il devient coureur. Exactement. Combien d'arbitres dans un match de baseball? 4. Un sur chacune des bases de champ, et le quatrième qui est décisionnaire. Il juge toutes les balles qui sont lancées et il est décisionnaire des décisions des arbitres sur le terrain. Il y a 4 arbitres, donc un en première, un en deuxième et un en troisième base. Et lui, il reste au marbre pour juger l'ensemble du terrain. Les arbitres de plaques, qu'on appelle les plaques, c'est la première, le deuxième et la troisième base, sont possibles et sont capables d'aller courir pour aller voir si la balle touche dans le champ centre. Si elle touche le sol avant d'être attrapée, il faut qu'il court vers la balle pour la jauger bonne ou fair, ou fall ball si elle sort du terrain. Donc il y a pour les arbitrages, il y a des signes gestuels qui permettent de lever les 2 bras en l'air au-dessus de la tête pour dire qu'elle est out. Un bras à 41 degrés, les poings fermés pour dire qu'elle est out. Les 2 bras en l'air, c'est fall ball. Et et que la balle est morte. On arrête un temps le jeu pour remettre toute l'équipe dans l'ordre de sa position. C'est-à-dire si des coureurs sont partis, ils reviennent à leur position et ainsi de suite. Est-ce que le baseball est un sport olympique? Alors, l'année dernière, en 2024, il n'a pas été olympique. Mais en 2028, il est reproposé au CIO des Jeux Olympiques parce que aux États-Unis, comme tout le monde le sait, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Los Angeles, c'est un sport national. Et souvent, on prend les sports nationaux de chaque pays comme base aux Jeux Olympiques. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un sport tellement pratiqué,
et n'était pas encore olympique. Est-ce que ça signifierait qu'il a des défauts par rapport aux autres sports collectifs? Il me semble qu'il a déjà été olympique, mais qu'il a été retiré. Il me semble. Il a été retiré cette année pour faire place à d'autres sports tels que skateboard, la voile, je crois, d'autres sports qui ont été un peu plus... Après, on prend par rapport aux pays qui accueillent les Jeux Olympiques, on prend en tant que discipline. Peut-être la discipline n'était pas assez courante dans en tous France les pays du monde. Que par rapport aux autres pays du monde. D'accord. Y a-t-il des sanctions au baseball? Alors, j'en connais qu'une seule. C'est l'expulsion du terrain pour mauvais gestes dangereux. Après, je n'ai pas vu dans d'autres matchs autre chose. C'est l'arbitre de marbre, qui décide s'il y a jeu dangereux et qui décide si dans ce jeu dangereux il faut éliminer le joueur. Et j'ai vu aussi un manager, c'est-à-dire le chef de l'équipe en général, aller sur le terrain. Il n'a pas le droit. Et si c'est juste pour rabrouer l'arbitre, il peut se faire exclure du terrain. C'est déjà arrivé dans plusieurs matchs. Dans les années 80, il y avait des bagarres aussi d'équipes. Et là, je crois c'est des sanctions disciplinaires qui ont été pour mauvais contact avec un joueur, un lanceur qui fait exprès de lancer sur un joueur. Mais grosso modo, c'est vraiment il n'y a qu'une seule sanction, c'est l'exclusion du terrain. Et c'est pas définitif, mais c'est définitif pour le match. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est exactement un jeu dangereux? C'est un coup de batte sur le crâne? Non, c'est plutôt une balle qui va arriver. C'est souvent des lanceurs qui font des jeux dangereux. C'est un lancer qui va directement droit sur un joueur. Ou un joueur qui décide de dire là ça suffit, je sors mon matériel, j'enlève mon casque, je jette ma batte par terre et je me jette sur un autre joueur. Ça c'est un jeu dangereux. C'est vraiment ça que j'ai vu et que je pense être le plus dangereux dans ce sport. Et est-ce que c'est un jeu dangereux? Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Parce que les balles sont quand même rapides et on frappe avec une batte. Les balles sont dures en plus, je crois. Oui, alors la balle en elle-même, elle fait 48 grammes. Oui, c'est 48 grammes à peser, mais elle est pleine. Elle est entièrement recouverte de cuir. Une fois frappée, elle peut faire mal et faire une force en physique qui s'appelle le joule. Elle peut aller jusqu'à 48 joules. Et là, ça fait très mal. Ça peut être comme un coup de poing dans le visage. Et encore, je te parle de balles qui peuvent aller très loin. Il y a des balles qui sont frappées automatiquement du frappeur au lanceur. Et un lanceur l'a pris dans le visage, il a fait une commotion cérébrale. Il est sorti 3 jours il a fait 3 jours de coma. Les idées reçues sur le baseball. Les idées reçues, c'est que c'est un sport violent, c'est qu'il faut on peut être frappé avec une batte, ça c'est des idées reçues. Ce sport est complètement a une comment ça s'appelle a une législation, une procédure qui empêche tout contact avec l'équipe adverse. Déjà, il ne faut pas fraterniser avec l'équipe adverse, il ne faut pas être vindicatif, il faut ne parler à personne, il n'y a que les managers qui peuvent parler aux arbitres, les joueurs ne peuvent pas pendant un match arrêter et parler aux arbitres, tout ça c'est réglementé. L'arbitrage est comme dans tous les sports, c'est les seuls maîtres à bord. On peut pas décider que ça se passera comme ça parce qu'on l'a décidé.
C'est une discussion qu'on doit avoir avec un arbitre, et cet arbitre aura le dernier mot de toute manière. Moi, j'ajouterais 2 choses aussi. C'est un premier point, c'est un sport où il se passe pas grand-chose. C'est souvent ce que les gens y pensent quand ils connaissent pas les règles ou tout ça. Que c'est long. Et aussi, en deuxième point, c'est le sport des Américains, c'est pas pour nous. Les règles sont trop compliquées. Voilà. C'est un peu les idées reçues. Ces idées reçues, je les accepte, mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me dise que un sport qui est américain ne peut pas être joué par des Français. Ça, c'est faux. Oui. C'est un sport collectif, et donc il faut respecter les règles, respecter l'engagement de chacun dans ce sport. Est-ce qu'il y a des équipes, un championnat féminin? Alors, actuellement, de baseball, il n'y a pas de championnat féminin, mais il y a une variante qui s'appelle le softball, qui est un jeu qui se joue avec une balle beaucoup plus grande, un terrain beaucoup plus petit, et qui se joue beaucoup plus rapidement. C'est une variante. On l'a pas créé spécialement pour les femmes. Le softball a été créé par rapport au baseball pour les périodes hivernales. Dans une ville aux États-Unis, à Cincinnati, il y avait un championnat à la fois toute l'année, mais ils ont préféré faire une trêve hivernale. Donc la Ligue a décidé de suivre cette trêve hivernale, et donc pour ceux qui devaient s'entraîner autre que sur le terrain en extérieur, ils allaient en salle. Et ainsi de suite, ils ont créé des dimensions plus réduites pour pouvoir s'occuper des intérieurs, des structures. Mais le softball est une variante qui se joue pas exclusivement féminine, mais c'est l'une des variantes qui est le plus pratiquée par les femmes. Est-ce qu'il y a du handisport? Alors, j'ai récemment participé à une session de CC Baseball, pardon. Comme le CC Foot, c'est une structure, c'est sur un support adapté. On réduit le terrain à juste 2 bases. Ces 2 bases sont parcourues par des gens à vision réduite. Alors le but, c'est, vous avez eu le frappeur qui s'auto-lance la balle. Donc la balle a un gros lot à l'intérieur, donc on entend, il y a un bruit de clochette dans une balle percée. Dès qu'il la touche, elle est mise en jeu. Il doit lâcher la batte et courir vers la seule personne qui entend et qui voit dans ce jeu, c'est le gars de première base, où il claque avec 2 palettes en plastique assez fort des répétitions de bruit pour diriger le frappeur qui vient de frapper. Ensuite, arrivé en deuxième base, il faut qu'il fasse la même chose. Arrivé sur le marbre, il faut qu'on le guide aussi pareil. Ça veut dire que il n'est pas livré à lui-même. Il faut dans le CC Baseball, il faut écouter très attentivement tous les bruits qui sont autour de vous. Les défenseurs sont souvent accroupis au sol et ils recherchent la balle qui a roulé sur le sol. Si elle n'est pas frappée en hauteur et qu'elle n'est pas jugée par un arbitre voyant qu'elle est jouable ou qu'elle est home run, c'est-à-dire si elle dépasse les limites du terrain. Et en fin de compte, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très difficile de se mettre à la place d'un non-voyant. On avait des œillères sur les yeux qui nous empêchaient de voir tout notre alentour. On perd toute notion de l'espace. Et sans le bruit autour, sans ces bruits de clapets qu'on entend en répétition, on ne sait pas où se diriger. Donc c'est plus ou moins
Pour certains, c'est un pendant pour c'est un autre sport, c'est un autre sport. Mais pour certains qui aimaient ce sport, ils permettent qui ont eu un problème de cécité, de continuer à pratiquer ce sport. Et ensuite, il y a aussi eu le baseball en fauteuil roulant, mais celui-ci était beaucoup plus dangereux parce que les contacts entre fauteuils pouvaient gêner la circulation des joueurs. Je voulais juste revenir sur la question précédente, c'est que les filles peuvent jouer au softball en France, mais aussi au baseball. Puisque en France, en tout cas, c'est un sport mixte. D'accord. Dans le championnat est mixte. Oui. Oui. He
folklore autour des pom-pom girls au baseball, enfin beaucoup de sports américains. Au basket aussi. Et est-ce qu'on conserve ça aussi dans les championnats à l'extérieur des États-Unis? Alors moi j'en ai jamais vu, depuis 10 ans je cherchais à voir s'il y avait des pom-pom girls, j'en ai jamais vu, peut-être dans les grands clubs de division, de grande division, mais en tout cas en France ça m'étonnerait. C'est très étonnant, ouais. Alors le prix du matériel et la licence. Alors notre licence actuelle chez nous à Strasbourg ou en France, elle est de 200 à 250 euros par licencié. Pour les seniors. Pour les seniors. Par année ou par... Par année, oui. Je crois que l'équipement, un gant de baseball peut monter de 50 euros à 350, voire plus. Ça dépend quelle gamme de produits ils achètent. Une batte de baseball peut être de moins de 50 euros, trouvée sur eBay, jusqu'à des prix exorbitants. On a vu une batte à 250 euros, voire 350 euros, et elle a duré 3 semaines parce qu'elle a été frappée, elle a été mal entretenue, et quand on l'a frappée, elle a cassé automatiquement. C'est terrible, c'est que c'est la manière d'utiliser ce matériel. Nous, on conserve nos balles de match après chaque entraînement. Et donc ces balles ont une usure. Une balle de baseball coûte 8 à 9 euros, voire 10 euros pour certaines. Des homologués pour les matchs officiels et tout ça. Mais sinon, on a des balles hybrides qui sont totalement plastiques, qui sont un peu moins chères, mais cet équipement reste quand même pour un gain moyen entre 200 et 250 euros. Quoi. Tout le monde peut commencer à quel âge? Alors, l'âge, peu importe. Nous, dans notre club, les Outlaws de Strasbourg, on a un groupe de 7 ans. Mais c'est vrai que c'est un baseball adapté pour les enfants. Mais sinon, on a des clubs de 10 ans, 12 ans, dans le club de 10 ans, de 12 ans, de 15, de 18 et maintenant de seniors. Et combien il y a de licenciés en France? Alors ça, j'ai trouvé le chiffre exact. Pour l'année dernière, on avait... je vous retrouve ça tout de suite, voilà. On avait 12 924 licenciés en 2024. Quand même. Et ça progresse? Et ça progresse d'année en année. D'accord. En fait, un joueur vétéran peut-il gagner sur des joueurs plus jeunes? Alors, justement, c'est très bien que tu poses cette question. C'est que les vétérans, nous, on leur donne beaucoup plus de place aux entraînements et on leur donne l'accès grâce à leur expérience et le fait qu'ils soient un peu plus chevronnés dans ce sport, de coacher les plus jeunes. Donc, on a eu cette chance d'avoir des gens très, très doués dans notre équipe et on leur a permis d'avoir plus d'expérience. En fait, je me posais la question, mais l'expérience, c'est précisément l'expérience des batteurs qui envoient les balles, mais qui courent peut-être moins vite, et les jeunes qui courent plus vite, mais qui ont moins d'expérience ou pour lancer la balle ou pour la frapper. Là. Enfin, je sais pas, j'imagine. Bah oui, mais comme le joueur va être seul à frapper, va être il faut qu'il apprenne à savoir frapper, courir et réfléchir un petit peu à la technique autour de ce sport, parce qu'il n'y a pas seulement nous on a de la chance, c'est qu'on a un terrain très très beau, on est semi-synthétique, semi-naturel, et en terre naturelle, pardon. Le champ intérieur est en synthétique et le champ extérieur en naturel. Voilà. Et il a cette facilité, c'est que notre terrain est comme un tapis de billard.
le champ intérieur. Et après, l'extérieur, c'est un peu plus chaotique. Il faut savoir courir, attraper une balle, être au bon moment, au bon endroit pour l'attraper, quoi. Est-ce qu'il faut une formation d'éducateur sportif pour être entraîneur? Alors, moi, j'ai passé ce diplôme pour justement, avoir... alors, éducateur sportif, oui, mais nous, ils ont une autre appellation parce qu'il a fallu qu'on apprenne les... Alors, c'est l'UC-Règles et après, c'est un diplôme d'éducateur et d'intervenant dans ce sport. Je me demande, les Anglais pratiquent aux États-Unis, et est-ce qu'en Angleterre ça a autant de succès en Grande-Bretagne? Je sais qu'il y a une équipe Grande-Bretagne de baseball. Est-ce qu'ils ont autant de clubs que nous? Je ne pense pas. C'est quand même c'est quand même un sport par rapport à la France, je veux dire. Ils auraient le cricket à la place, non? Ils ont beaucoup plus de sports de balles différents. Ils ont le croquet, le cricket. Ils ont ces sports-là qui sont aussi plus développés en Angleterre. Mais ils ont une équipe internationale, nationale de baseball. Combien gagne un joueur professionnel de baseball? Alors là, ça va vous faire monter la tension et les cheveux sur la tête. C'est que les joueurs de baseball sont payés à leur réussite. Et ils ont des salaires pharaoniques. Il y a un joueur qui s'appelle Shohei Ohtani, qui est le japonais que je parlais tout à l'heure, de Los Angeles. Il recevra par an 70 millions de dollars pour un salaire de 700 millions. C'est rien. Mais il a un avantage, c'est que lui, il a un contrat jusqu'en 2032. Et en 2032, il a décidé avant cette période, c'est-à-dire d'il y a 2 ans jusqu'à maintenant, quand il a signé son contrat, c'est qu'il a décidé de toucher que 2 millions de dollars par an. Et le reste sera cumulé en 2032. Après, des joueurs comme... il y avait des joueurs dans le passé, en 1950, qui s'appelait Babe Ruth, qui ne touchait que 75 000 dollars alors que c'était une star. Ça veut dire que ça a vraiment évolué et explosé avec les publicités, les grandes cérémonies, les grands matchs. Avant, dans les années 50, ils jouaient 52 matchs. Là, ils en jouent 162. Donc, ils ont explosé aussi dans ce sport le nombre de matchs parcourus. Après, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aux États-Unis, ils ont une espèce de championnat qui se joue sur 2 divisions. Les deux divisions se rencontrent entre elles et après, elles font une espèce de grand match de finale où elles se rencontrent que en match de finale. C'est les World Series. C'est un peu comme les playoffs au basket. Exactement. Est-ce que tu as des modèles dans ce sport? Alors, il y en a 2-3 qui m'ont vraiment bien marqué. Il y a un petit gaillard qui s'appelle José Altuve aux Astros de Houston. Il y a Randy Johnson, un lanceur qui était très grand et qui était aussi à Arizona et aussi à Seattle Marlins. Seattle Mariners, pardon. Les Marlins sont Miami. Voilà. Actuellement, je suivais un joueur qui s'appelait Derek Jeter, qui a été très longtemps le shortstop de New York Yankees. Après, il y a des noms qui commencent à venir, comme Aaron Judge, toujours de New York Yankees, qui est très grand, qui a un potentiel énorme, qui est un joueur de champ. En fin de compte, j'ai plutôt une équipe type avec plusieurs vedettes que un joueur en particulier. Mais c'est les Dodgers, c'est avec leur histoire, avec leur vie à côté.
Il y avait les New York Yankees qui sont l'équipe qui était l'équipe à battre à chaque fin d'année de championnat. Et voilà, c'était vraiment les attitudes de ces joueurs-là dans leur vie, grâce à des reportages télévisuels, que j'ai pu comprendre un peu mieux ce sport, quoi. Et toi, Atis? Après, moi, j'en connais pas beaucoup, mais c'est vrai que oui, Shohei Ohtani est très impressionnant. Parce que non seulement il lance, mais en plus il frappe. Ouais, c'est rare. Ce qui est rare. Parce qu'en général, les lanceurs ne sont pas des bons frappeurs. Donc quand leur équipe est à la batte, ils sont remplacés par un autre joueur qui va frapper à leur place. Qu'on appelle le batteur désigné, je crois. Exactement. Mais sinon, non, je sais pas. Bon, quelqu'un a encore des questions? Quelques mots pour conclure? Alors moi, je vous remercie Radio Barjo d'avoir fait ce podcast pour qu'on parle un peu plus de ce sport. J'espère qu'il sera écouté, j'espère que les gens vont apprécier et comprendre un peu mieux ce sport. Pour moi, ça va être une base pour m'y intéresser plus. Un lancement. D'accord, merci. Tant mieux. Ouais. Je voudrais juste rappeler que finalement, il y a un terrain sur Strasbourg qui est à la Robertso. Oui, juste à côté, au pied du Parlement européen, rue Général Fimelin. Il est extraordinaire, je dirais, parce qu'il n'y en a qu'un seul à Strasbourg. Donc, c'est juste par chauvinisme, je trouve que c'est le plus beau terrain du monde. Je souhaite que ça soit un peu plus connu en Europe et en France, oui. Et je souhaite... Après, notre club à Olivier et à moi, qui est les Outlaws de Strasbourg, il y a aussi des animations en place Kléber, des fois. Il y en aura une le 12 avril. Le 12 mai, pardon. Place le 12 mai, place Kléber. C'est une cage de frappe qui sera installée, je pense. Exactement, pour les Olympiades de sport de Strasbourg. Et sinon, à notre terrain, il y a souvent des matchs le week-end. Oui, dont un match ce week-end précisément le 13 avril. C'est ce week-end, oui. R1 contre Lunéville. Et Lunéville rencontrera la R1 ensuite et Colmar. La R1, c'est l'équipe 1 des seniors. Régionale 1 des seniors. Bon, merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Merci, bon Merci après-midi. pour vos questions. Merci à tous.